Le bruit de la robe de soie qui tombait sur le lit résonna comme une déclaration de guerre. Je me tenais dans l'embrasure de notre chambre, observant ma femme Sarah disposer ses vêtements avec le genre de soin qu'elle réservait autrefois à nos dîners d'anniversaire. Soie rouge, dentelle noire, la robe vert émeraude que je lui avais achetée pour Noël. Tout était étalé sur notre lit conjugal comme la preuve de quelque chose que je n'étais pas censé comprendre. « Tu me fixes », dit-elle sans lever les yeux, pliant une paire de talons dans du papier de soie. Ce sont les mêmes talons qui prenaient la poussière dans notre placard depuis des mois. Ça me met mal à l'aise. Désolé, dis-je, bien que je ne le fusse pas. Je me demandais juste pourquoi tu avais besoin de 3 robes de cocktail pour une conférence d'affaires. Les mains de Sarah s'interrompirent une seconde exactement avant de reprendre leur emballage méthodique. Il y a des soirées, des dîners de réseautage. Tu sais comment ça marche, Mike. Mais je ne savais pas comment ça marchait. Je dirigeais une agence d'assurance de taille moyenne dans notre petite ville du Massachusetts, où le réseautage signifiait prendre des bières avec les gars de l'agence concurrente d'en face. Sarah travaillait pour Hartwell et Associés, le plus grand cabinet d'avocats dans un rayon de 50 miles, où tout était verre et acier, et les gens portaient des costumes qui coûtaient plus que mon versement mensuel de voiture. Avec ton patron, dis-je, essayant de garder ma voix neutre. Juste toi et Richard Hartwell et d'autres avocats du bureau de Boston. Elle claqua sa valise avec plus de force que nécessaire. Mon Dieu, Mike, tu es tellement dramatique avec ça. Dramatique. C'était son nouveau mot préféré chaque fois que je posais des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre, comme lorsque je me demandais pourquoi elle travaillait soudainement tard tous les mardis, ou pourquoi son téléphone était toujours face cachée pendant le dîner. Ou pourquoi elle avait commencé à aller à la gym à 6 heures du matin alors qu'elle n'avait jamais été matinale en 15 ans que je la connaissais. Je n'essaie pas d'être dramatique, dis-je. J'essaie de comprendre pourquoi ma femme emballe de la lingerie pour un voyage de travail. Sarah se retourna vivement, le visage rouge. Ce n'est pas de la lingerie. C'est une tenue professionnelle. Et même si ce n'était pas le cas, même si je voulais emballer ce que je voulais, tu n'as pas à surveiller ma valise. Je suis une femme adulte, Mike. Je prends mes propres décisions. Les mots planèrent entre nous comme un défi. Sarah avait toujours eu une forte personnalité. C'était l'une des choses dont j'étais tombé amoureux quand nous nous étions rencontrés à l'université. Mais cela me semblait différent. Cela me semblait qu'elle me défiait de la combattre pour avoir une excuse de partir en colère. Je n'essaie de surveiller rien du tout, dis-je doucement. J'essaie de sauver notre mariage. Un instant, quelque chose vacilla sur son visage. Quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité ou du regret, ou simplement de l'irritation de ne pas lui faciliter les choses. Puis ce fut parti, remplacé par ce masque professionnel froid qu'elle portait au tribunal. Notre mariage n'a pas besoin d'être sauvé, Mike. Il a besoin d'espace. Il a besoin que tu me fasses confiance et que tu arrêtes de te comporter comme si j'étais une adolescente qui se faufile pour retrouver des garçons. Elle attrapa sa valise et se dirigea vers la porte. Je la suivis en bas, la regardant ramasser son sac d'ordinateur portable et ses clés de voiture avec l'efficacité de quelqu'un qui avait hâte de partir. « Quand reviendras-tu » demandai-je. « Dimanche soir. Peut-être lundi matin si les réunions se prolongent. C'est 4 jours pour une conférence de 2 jours. » Sarah s'arrêta à la porte d'entrée, la main sur la poignée. Quand elle se retourna vers moi, son expression était presque pitoyable. « C'est exactement ce dont je parle, Mike. Tu comptes les jours comme si je demandais la permission. Je vais faire mon travail. Je vais représenter notre cabinet, et je rentrerai à la maison quand le travail sera terminé. Si tu ne peux pas gérer ça, alors peut-être que tu as besoin de comprendre pourquoi tu es si peu sûr de toi. » Elle m'embrassa la joue, un rapide baiser superficiel qui ressemblait plus à un renvoi qu'à de l'affection, et sortit. Je restai dans notre couloir, écoutant sa voiture démarrer et s'éloigner de l'allée, et j'essayais de me souvenir quand exactement ma femme avait commencé à me parler comme si j'étais le problème. La maison se sentait différente après son départ. Plus silencieuse, mais pas paisible, comme le calme avant une tempête que tout le monde peut voir venir sauf les gens qui se trouvent juste en dessous. Je suis retourné à l'étage dans notre chambre et me suis assis sur le bord du lit où se trouvaient ses robes. La pièce sentait encore son parfum, quelque chose de cher et de floral qu'elle avait commencé à porter récemment. Un autre changement dans une liste croissante de changements qu'elle expliquait comme un développement professionnel ou une croissance personnelle ou ma propre imagination.
C'est là que je l'ai vu. Son ordinateur portable était toujours branché de son côté du lit, le chargeur serpentant sur la table de nuit. Sarah n'oubliait jamais son ordinateur portable. Elle traitait cette chose comme une ligne de vie, vérifiant ses emails de manière obsessive, travaillant tard dans la nuit sur des affaires qui semblaient toujours nécessiter juste une heure d'attention de plus. Mais il était là, abandonné dans sa précipitation à partir. Ou peut-être pas abandonné. Peut-être laissé derrière exprès parce que ce qu'elle prévoyait de faire ce week-end ne nécessitait pas de mets professionnels ni de dossier juridique ni aucun des outils professionnels qui rendaient censément ce voyage nécessaire. J'ai longuement regardé cet ordinateur portable, réfléchissant à la confiance dans le mariage et à la différence entre la paranoïa et le réalisme. Sarah était différente depuis des mois, distante, secrète, sur la défensive chaque fois que je lui posais de simples questions sur sa journée. Elle avait commencé à mieux s'habiller, à faire plus de sport, à rester tard au bureau avec une fréquence croissante. Toutes choses qui pouvaient être expliquées par l'ambition de carrière, la croissance personnelle ou une douzaine d'autres raisons innocentes. Mais les personnes innocentes n'oublient généralement pas leur ordinateur portable lors de voyages d'affaires. J'ai ouvert l'ordinateur. Sarah n'avait jamais été paranoïaque au sujet des mots de passe. Nous avions tout partagé pendant des années, des comptes bancaires au service de streaming. Son ordinateur portable s'est ouvert sur son bureau, encombré de documents juridiques et de dossiers d'affaires et d'un navigateur avec 17 onglets ouverts. La première chose que j'ai vérifiée a été son email. De la correspondance professionnelle pour la plupart, bien que j'ai remarqué un nombre inhabituel de messages de Richard Hartwell qui semblaient avoir été envoyés en dehors des heures de bureau normales. Des emails de fin de soirée concernant l'examen de la stratégie et la discussion de l'affaire Morrison au dîner, des messages qui pouvaient être parfaitement innocents si l'on ne savait pas que l'affaire Morrison avait été réglée il y a 3 semaines. Mais c'est l'historique de navigation qui a fait trembler mes mains. Des critiques d'hôtel pour un complexe à Vermont. Pas un hôtel d'affaires ou un centre de conférence, mais un endroit chic avec des forfaits spa pour couple et des options de dîner romantique. Des résultats de recherche pour quoi porter pour impressionner votre patron et comment savoir si un homme marié est intéressé et le plus accablant de tous, un email supprimé dans son dossier de corbeille avec l'objet « J'ai hâte de notre week-end ». L'email venait de Richard Hartwell, envoyé il y a 2 jours. Sarah, j'ai pensé à toi toute la semaine. Je sais que c'est compliqué. Mais je n'arrête pas d'imaginer ce que ce sera de t'avoir enfin rien que pour moi. La conférence n'est que notre couverture. Je veux passer chaque minute avec toi. Emballe quelque chose de beau. Je veux te voir comme ton mari ne te voit jamais. R. Je l'ai lu 3 fois. Chaque mot me frappant comme un coup physique. Puis j'ai parcouru son dossier d'envoi et j'ai trouvé sa réponse. Richard, je ressens la même chose. J'ai fait semblant que c'était pour le travail, mais nous savons tous les deux ce que c'est vraiment. Je suis prête à arrêter de faire semblant. Mike se doute de quelque chose. Mais il ne fera rien. Il ne fait jamais rien. À vendredi. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis assis dans le silence de notre chambre, entouré des preuves d'un mariage qui mourait pendant que j'étais trop stupide ou trop confiant pour le remarquer. Sarah n'allait pas à une conférence. Elle allait passer le week-end avec son patron, probablement dans une chambre de complexe romantique, à faire des choses qui étaient censées être réservées à l'homme qu'elle avait promis d'aimer et d'honorer il y a 15 ans. Le plus intelligent aurait été d'appeler un avocat. Le plus raisonnable aurait été de la confronter à son retour, armé de preuves et d'un plan clair pour la procédure de divorce. Le plus mature aurait été de prendre le chemin de la dignité et de gérer cela comme un adulte civilisé. Mais je ne me sentais pas particulièrement intelligent, ni raisonnable, ni mature. Je me sentais comme un homme qui venait de découvrir que sa femme pensait qu'il était trop faible pour se battre pour son propre mariage. Un homme qui avait été dévalorisé, traité avec condescendance et comme une nuisance dans sa propre vie. Un homme qui était apparemment si prévisible que sa femme pouvait le tromper ouvertement parce qu'elle était sûre qu'il ne ferait jamais rien à ce sujet. Elle avait tort. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro que je cherchais. Margaret Hartwell, la femme de Richard depuis 22 ans, la femme qui avait organisé nos fêtes de Noël au bureau et envoyé des cartes de remerciement pour les cadeaux de mariage et qui n'avait aucune idée que son mari se rendait actuellement dans le Vermont avec la femme d'un autre. Mon doigt a hésité un long moment sur son numéro. Une fois cet appel passé, il n'y aurait plus de retour en arrière. Plus de prétendre que je n'avais pas vu ce que j'avais vu. Plus d'espérer que tout cela n'était qu'un malentendu qui pouvait être réglé par des conseils,
de la communication et du temps. Mais Sarah avait fait son choix en emballant ses robes. En m'embrassant la joue comme si j'étais un enfant que l'on congédiait. En écrivant cet email sur le fait que je ne ferais jamais rien pour l'arrêter. J'ai composé le numéro de Margaret. Margaret Hartwell répondit au deuxième coup de sonnerie, sa voix chaude et familière. Mike, quelle joie de t'entendre. Tout va bien? J'avais répété cette conversation dans ma tête pendant les 10 minutes qu'il m'avait fallu pour me donner le courage d'appeler, mais maintenant que je l'avais au téléphone, les mots me semblaient maladroits et inadéquats. Margaret, je dois te dire quelque chose, et je ne sais pas comment le dire sans que ça paraisse terrible. La chaleur dans sa voix se refroidit légèrement. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est à propos de Richard et Sarah. Ils ne sont pas à une conférence ce week-end. Ils sont ensemble, ils ont une liaison. Le silence s'étira si longtemps que je crus qu'elle avait raccroché. Quand elle parla enfin, sa voix était parfaitement contrôlée, ce qui la rendait d'autant plus effrayante que si elle avait crié. Comment le sais-tu? Je lui ai parlé de l'ordinateur portable, des emails, des recherches d'hôtels. Je lui ai lu les messages mot pour mot, me sentant malade en les prononçant à voix haute. Margaret écoutait sans interrompre, ne posant que des questions occasionnelles pour éclaircir. Le Riverside Resort à Stowe, dit-elle quand j'eus terminé. C'est là que nous avons passé notre anniversaire l'année dernière. Il a dit qu'il voulait essayer un nouvel endroit cette fois-ci. Je suis désolé, Margaret. Je sais que ce n'est pas facile à entendre. Facile? Elle rit, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Mike, mon mari travaille tard 3 soirs par semaine depuis des mois. Il parle constamment de ta femme, à quel point elle est brillante, dévouée, et le potentiel qu'elle a. Je pensais qu'il la mentorait. J'étais fier de lui de s'intéresser autant au développement des jeunes talents. L'amère ironie dans sa voix me serra la poitrine. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux d'abord voir la preuve. Peux-tu m'envoyer des captures d'écran de ces emails? Je les lui ai envoyés pendant que nous étions encore au téléphone, écoutant sa forte inspiration alors qu'elle lisait les preuves de la trahison de son mari. 22 ans, dit-elle doucement. Nous avons 2 enfants à l'université, une hypothèque, une vie ensemble, et il jette tout par la fenêtre pour quelqu'un d'assez jeune pour être sa fille. Sarah a 39 ans, dis-je automatiquement. Exactement. La voix de Margaret se durcit. Mike, il faut que tu comprennes quelque chose. Je ne vais pas pleurer pour ça. Je ne vais pas le supplier de revenir ni essayer de le reconquérir avec de la lingerie et des conseils matrimoniaux. Je vais le détruire. La violence de ces mots aurait dû m'inquiéter. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose comme un soulagement. Enfin, quelqu'un qui comprenait que ce n'était pas un malentendu, ni une période difficile, ni quelque chose qui pouvait être réglé par une meilleure communication. Que avais-tu en tête? Demandai-je. D'abord, je vais appeler mon avocat. Pas quelqu'un du cabinet de Richard, évidemment, mais le meilleur avocat en divorce de l'État. Je veux savoir exactement à quoi j'ai droit et comment le protéger. Ensuite, je vais commencer à tout documenter. Compte bancaire, carte de crédit, dépenses professionnelles. S'il a utilisé l'argent de l'entreprise pour faire la cour à ta femme, je veux des preuves. Margaret pensait comme une femme d'avocat qui avait passé des décennies à observer son mari travailler, stratégique, méthodique, axé sur les preuves et les résultats plutôt que sur les émotions. Et la confrontation? Demandai-je. Oh, nous allons les confronter, mais pas de la manière à laquelle ils s'attendent. Ils pensent que nous sommes tous les deux trop faibles, trop confiants ou trop à l'aise pour riposter. Ils comptent sur nous pour être civilisés à ce sujet. Et nous n'allons pas être civilisés. Mike, mon mari est actuellement dans une chambre d'hôtel avec ta femme, lui disant probablement à quel point elle est plus excitante que sa vieille femme ennuyeuse. Ta femme lui dit probablement à quel point il est plus sophistiqué que son vieux mari ennuyeux. Ils se lient d'amitié sur la supériorité qu'ils ont sur nous. Elle avait raison, et la vérité de cela me fit serrer la mâchoire. Je pouvais pratiquement entendre la voix de Sarah expliquant à Richard à quel point j'étais peu sûr de moi et dramatique pour comprendre son besoin de stimulation intellectuelle. Alors, quel est le plan? Demandai-je. Le plan est de leur rappeler qu'ennuyeux ne signifie pas stupide, et que confortable ne signifie pas faible. Le plan de Margaret était élégant dans sa simplicité. Elle avait accès au relevé de carte de crédit de Richard et pouvait savoir exactement où il logeait. Elle avait également des contacts dans la communauté juridique du Vermont.
D'anciens camarades de fac de droit, d'anciens collègues, des gens qui lui devaient des faveurs. Je peux avoir quelqu'un à l'hôtel demain matin, dit-elle. Quelqu'un avec un appareil photo et le droit légal de documenter ce qu'il trouve. Un détective privé, un huissier. Je vais déposer une demande de divorce lundi matin, et je veux que Richard soit servi avec les papiers pendant qu'il est encore au lit avec ta femme. L'enquêteur n'est qu'une assurance, une documentation supplémentaire pour les négociations de l'accord. C'était impitoyable et brillant, et exactement le genre de pensée stratégique que Richard pensait probablement que sa femme était trop tendre pour gérer. Et Sarah ? Demandai-je. Qu'en est-il d'elle ? Je veux qu'elle subisse aussi les conséquences, pas seulement Richard. Margaret resta silencieuse un instant. Quel genre de conséquences ? J'ai pensé à l'email de Sarah, à la confiance qu'elle avait que je ne ferais jamais rien pour l'arrêter, à la façon dont elle avait rejeté mes inquiétudes et m'avait fait me sentir fou de remarquer les signes évidents de son aventure. Je veux que tout le monde sache ce qu'elle a fait. Ses amis, ses collègues, sa famille. Je veux qu'elle doive s'expliquer à chaque personne qu'elle a jamais prétendu respecter. C'est plus compliqué qu'un simple divorce, prévint Margaret. Et ça pourrait se retourner contre toi. Les gens pourraient te voir comme vindicatif. Je m'en fiche. Elle a fait ce choix en pensant que j'étais trop faible pour riposter. Je veux qu'elle sache qu'elle s'est trompée. Margaret rit. Et cette fois, il y avait de l'humour sincère. Tu sais quoi, Mike ? Je crois que je t'aime en colère. C'est mieux que triste. Nous avons passé une autre heure à planifier. Margaret s'occuperait du côté légal, des papiers de divorce, de la documentation financière, de l'huissier. Je m'occuperai du côté social, rassemblant les preuves, préparant les confrontations, m'assurant que la trahison de Sarah devienne publique de la manière la plus dommageable possible. Une chose de plus, dit Margaret avant que nous raccrochions. Quand tout cela sera terminé, quand ils feront tous les deux face aux conséquences de leurs actes, ils essaieront de nous blâmer. Ils diront que nous les avons poussés à ça, que nous étions de mauvais conjoints, qu'ils méritaient mieux. Ne les écoute pas, je ne le ferai pas. Bien, parce que Mike, nous méritions mieux, et maintenant nous allons nous assurer de l'obtenir. Après avoir raccroché, je me suis assis dans ma cuisine et j'ai fait une liste de toutes les personnes que Sarah devrait affronter une fois que son aventure serait de notoriété publique. Sa sœur Jennifer, qui avait toujours admiré Sarah comme étant la plus brillante. Sa meilleure amie, Lisa, qui avait été témoin à notre mariage et envoyait toujours des cartes d'anniversaire. Ses collègues du cabinet, qui la respectaient comme une étoile montante du droit de la famille, dont l'ironie n'échapperait à personne. Mais d'abord, j'avais besoin de plus de preuves. Margaret avait raison, la documentation était essentielle, mais je voulais plus que de simples emails et relevés de cartes de crédit. Je voulais des preuves impossibles à nier ou à justifier. J'ai passé le reste du vendredi soir à fouiller les affaires de Sarah avec la minutie systématique de quelqu'un qui avait enfin cessé de trouver des excuses à ce qu'il découvrait. Caché au fond de son placard, j'ai trouvé une boîte cadeau d'une coûteuse boutique de lingerie, des articles que je ne l'avais jamais vu porter. Dans sa voiture, j'ai trouvé un reçu d'un restaurant romantique où elle était censée dîner avec des clients. Dans sa boîte à bijoux, j'ai trouvé un collier que je n'avais jamais vu auparavant, accompagné d'une carte sur laquelle était écrit « Pour ma brillante et belle Sarah. R. » Chaque découverte me blessait comme un petit coup de couteau, mais j'ai tout documenté. Photos, reçus, horodatage. Au moment où je me suis couché le vendredi soir, j'avais suffisamment de preuves pour prouver que l'aventure de Sarah durait depuis des mois, et non des semaines. Samedi matin, Margaret m'a appelé pour me donner des nouvelles. Ils sont au Riverside Resort, comme nous le pensions. L'enquêteur a pris des photos d'eux s'enregistrant ensemble, se tenant la main, s'embrassant dans le hall. Richard les a enregistrés sous le nom de M et Madame Hartwell. L'audace de cela m'a coupé le souffle. Il a utilisé son vrai nom. Apparemment, il n'est pas aussi intelligent qu'il le pense. L'enquêteur a également pris des photos d'eux au dîner hier soir. Très romantique, très intime. Sarah portait une robe rouge. La robe rouge de sa valise. Celle que je l'avais vue emballer avec tant de soin. Quand le feras-tu signifier ? Demain matin, tôt. Je veux les surprendre au lit ensemble si possible. Et puis. Ensuite, nous passons à la phase 2. Je vais convoquer une réunion d'urgence des associés au cabinet pour lundi après-midi.
Richard a utilisé les ressources de l'entreprise pour mener cette liaison. Carte de crédit de l'entreprise pour les dîners, temps de l'entreprise pour les réunions personnelles, voyage d'entreprise qui n'étaient pas réellement liés aux affaires. C'est un motif de licenciement, voire de poursuite pénale. Margaret avait été très occupée. En moins de 24 heures, elle avait monté un dossier qui détruirait Richard professionnellement et personnellement. « De quoi as-tu besoin de moi ?» demandai-je. « J'ai besoin que tu sois prêt à ce que Sarah rentre à la maison en colère et désespérée. Elle va essayer de te blâmer, de faire en sorte que ce soit ta faute d'une manière ou d'une autre. Ne la laisse pas faire. » « Je ne le ferai pas et Mike, quand elle te demandera comment je l'ai découvert, dis-lui la vérité. Dis-lui que tu m'as appelé parce que tu pensais que je méritais de savoir. Ne la laisse pas penser que c'était un plan élaboré. Fais-lui savoir que son propre mari, l'homme qu'elle pensait trop faible pour riposter, était celui qui a fait s'écrouler tout son monde. Sarah est rentrée dimanche soir comme un ouragan s'abattant sur la terre. J'étais assis dans notre salon, lisant un livre et attendant, quand j'ai entendu sa voiture dans l'allée. Elle avait appelé 3 fois pendant le trajet de retour, chaque message plus frénétique que le précédent. Le premier était de la confusion, « Mike, rappelle-moi. Il s'est passé quelque chose avec Richard. » Le second était de la colère, « Je ne sais pas ce que tu penses faire, mais tu dois arranger ça tout de suite. » Le troisième était du désespoir, « S'il te plaît, Mike. Il faut qu'on parle. » Je ne l'avais pas rappelé. Elle fit irruption par la porte d'entrée, sa valise dans une main et son téléphone dans l'autre, le visage rouge de rage et de ce qui aurait pu être de la peur. « Que as-tu fait » demanda-t-elle. Je levai les yeux de mon livre, une biographie de Teddy Roosevelt que j'essayais de finir depuis des mois, et marquai ma page soigneusement avant de le poser. « J'ai appelé Margaret Hartwell » dis-je calmement. « Je lui ai dit où toi et son mari passiez le week-end. » Le visage de Sarah passa par plusieurs expressions en succession rapide. Choc, déni, calcul, et finalement fureur. « Tu n'avais pas le droit de faire ça. » « J'avais tous les droits. Tu es ma femme. Il est son mari. Nous méritions tous les deux de savoir ce que vous faisiez. » « Ce que nous faisions ?» Sarah rit, mais ça sonnait hystérique. « Mike, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. La carrière de Richard est terminée. Les associés appellent à une réunion d'urgence. Il va y avoir une enquête. » Bien. Les mots simples l'arrêtèrent en pleine phrase. Elle me regarda comme si j'étais un étranger. « Bien » répéta-t-elle. « Mike, ça m'affecte aussi. Je travaille dans ce cabinet. Ma réputation, ta réputation, c'est quoi? L'associé qui couche avec des associés mariés? » Sarah tressaillit comme si je l'avais giflé. Ce n'était pas comme ça. Comment c'était? Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Je la voyais essayer de trouver des mots qui feraient que ce serait de ma faute d'une manière ou d'une autre, qui la transformerait en victime de ma jalousie et de mon insécurité. C'était compliqué, dit-elle finalement. Non, ça ne l'était pas. Tu as décidé d'avoir une liaison avec ton patron. Tu m'as menti sur l'endroit où tu allais et ce que tu faisais. Tu as mis de la lingerie dans ta valise pour un voyage d'affaires et tu m'as embrassé la joue comme si j'étais trop stupide pour le comprendre. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Si, tu l'as voulu. Je me levai et Sarah recula d'un pas. Tu voulais que tout cela arrive. Les nuits tardives, les dîners secrets, le week-end d'escapade. Tu l'as planifié, tu l'as exécuté, et tu pensais que j'étais trop faible pour faire quoi que ce soit. Mike, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère, mais nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons quoi? Faire semblant que cela n'est jamais arrivé? Faire semblant que tu n'as pas dit à Richard que je ne ferai jamais rien pour t'arrêter? Le visage de Sarah devint blanc. Tu as lu mes emails? J'ai lu tes emails. J'ai vu les recherches d'hôtel. J'ai trouvé la lingerie que tu as achetée, les bijoux qu'il t'a donnés, les reçus de tous ces dîners avec des clients qui n'étaient en fait pas des dîners avec des clients. Elle s'effondra sur le canapé, sa valise tombant, oubliée à ses côtés. Depuis combien de temps sais-tu? Je l'ai compris vendredi soir après ton départ, mais j'aurais dû le savoir il y a des mois. Tu as été différente, distante. Tu m'as traité comme une nuisance dans ta propre vie. Je ne voulais pas, oui, tu voulais. Tu voulais tout ça. Et le pire, c'est que tu pensais que je l'accepterais.
Tu pensais que je serais le mari compréhensif qui fermerait les yeux pendant que tu avais ta petite aventure. Sarah pleurait maintenant. Mais ce n'était pas des larmes de remords. C'étaient des larmes de frustration d'un plan qui avait échoué de manière spectaculaire. Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle. J'ai marché jusqu'à la table de la cuisine et j'ai ramassé une chemise en carton que j'avais préparée plus tôt. Maintenant, tu lis ceci. Sarah ouvrit le dossier d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient les papiers de divorce préparés par le meilleur avocat que j'avais pu trouver à court terme. Y figuraient également des copies de toutes les preuves que j'avais recueillies, emails, photos, reçus, relevés bancaires montrant l'argent qu'elle avait dépensé en vêtements, dîners et chambres d'hôtel. Tu as déposé une demande de divorce ce matin. J'ai aussi appelé ta sœur. La tête de Sarah se releva brusquement. Tu as appelé Jennifer? J'ai appelé Jennifer, Lisa et ta mère. Je leur ai dit la vérité sur l'endroit où tu as passé le week-end et pourquoi votre mariage se terminait. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits. Ces personnes se soucient aussi de moi, Sarah. Elles méritent de savoir pourquoi leur belle-sœur et belle-fille divorçaient soudainement. Sarah regardait les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Qu'ont-ils dit? Ils étaient déçus. Jennifer a dit qu'elle pensait toujours que tu étais meilleur que ça. Lisa a dit qu'elle ne pouvait pas croire que tu gâcherais 15 ans de mariage pour une aventure. Ta mère? Eh bien, ta mère a eu des mots durs pour les femmes qui trahissent leur famille. Chaque révélation frappait Sarah comme un coup physique. Elle s'était toujours souciée profondément de ce que les autres pensaient d'elle, surtout sa famille. L'idée qu'ils savaient tous pour son aventure, qu'ils la jugeaient tous pour cela, était clairement dévastatrice. Mike, s'il te plaît. Je sais que j'ai commis des erreurs, mais nous pouvons arranger ça. Je quitterai le cabinet. Je couperai tout contact avec Richard. Je ferai ce que tu veux. Ce que je veux, dis-je doucement, c'est que tu comprennes que les actions ont des conséquences. Tu as fait un choix, Sarah. Tu as choisi Richard à ma place. L'excitation à la stabilité, les mensonges à l'honnêteté. Maintenant, tu dois vivre avec ce choix. J'ai mal choisi, dit-elle désespérément. Je sais que j'ai mal choisi, mais les gens font des erreurs, Mike. Les gens ont des liaisons et les traversent et en sortent plus forts. Certaines personnes le font, mais ces personnes sont généralement désolées d'avoir blessé leur conjoint, pas désolées d'avoir été prises. Sarah ouvrit la bouche pour argumenter, puis la referma. Elle savait que j'avais raison. Ces larmes n'étaient pas pour la douleur qu'elle m'avait causée. Elles étaient pour les conséquences auxquelles elle faisait face. Combien de temps ai-je? Demanda-t-elle finalement. Pour déménager? 6 semaines. La maison est à mon nom, et le Massachusetts est un État où le divorce est sans faute. Mais l'adultère a toujours de l'importance en ce qui concerne le partage des biens, surtout lorsque l'adultère impliquait l'utilisation de biens matrimoniaux pour financer l'aventure. Tu gardes la maison. Je garde la maison. Tu peux avoir ta voiture, tes vêtements et tous les objets personnels que tu veux. Tout le reste reste ici. Sarah regarda notre salon comme si elle le voyait pour la première fois. Nous avions acheté cette maison il y a 7 ans, avions passé des week-ends à peindre les murs, à planter des jardins et à en faire la nôtre. Maintenant, elle n'était que la mienne. Et le cabinet? Demanda-t-elle. Que va-t-il arriver à Richard? Margaret convoque une réunion des associés demain. Ils vont examiner sa conduite, enquêter sur l'utilisation des ressources de l'entreprise, et probablement demander sa démission. Au minimum, il risque le licenciement et d'éventuelles poursuites pénales. Des poursuites pénales. Fraude, détournement de fonds de l'entreprise, manquement à l'obligation fiduciaire. L'avocat de Margaret est très minutieux. Sarah se cacha le visage dans les mains. Cela va nous détruire tous les deux. Non, dis-je, cela va vous détruire, toi et Richard. Margaret et moi allons bien. Elle leva les yeux vers moi avec quelque chose comme de la surprise. Toi et Margaret? Nous sommes amis maintenant. Il s'avère que nous avons beaucoup en commun. Nous sommes tous deux mariés à des gens qui pensaient que nous étions trop stupides pour remarquer quand nous étions trahis. Mike, je n'ai jamais pensé que tu étais stupide. Si, tu l'as pensé. Tu as pensé que j'étais prévisible et ennuyeux et si désespéré de te garder que j'accepterais n'importe quoi. Tu as pensé que je n'aurais jamais le courage de riposter. Sarah resta silencieuse un long moment,
étudiant mon visage comme si elle essayait de retrouver l'homme qu'elle avait épousé dans l'étranger assis en face d'elle. Tu es différent, dit-elle finalement. Je ne suis pas différent. J'ai juste arrêté de faire semblant que ton bonheur était plus important que mon respect de moi-même. Elle hocha la tête lentement, comme si elle commençait enfin à comprendre l'ampleur de ce qu'elle avait perdu. Je commencerai à faire mes bagages demain, dit-elle. Bien. Et Sarah, ne contacte pas Richard. L'avocat de Margaret lui a conseillé de ne pas te parler, et toute communication entre vous deux ne fera qu'aggraver les choses pour vous deux dans la procédure de divorce. Et si je veux contester le divorce? Si je veux le contester? J'ai souri, et j'ai pu voir à son expression que ce n'était pas un sourire agréable. Alors tu expliqueras ton aventure à un juge en public, avec des journalistes présents. Tu répondras à des questions sur chaque dîner, chaque chambre d'hôtel, chaque mensonge que tu as dit. Et à la fin de tout cela, tu seras toujours divorcé, mais avec encore moins de dignité que tu n'en as maintenant. Sarah me regarda un long moment, puis ramassa sa valise et se dirigea vers les escaliers. Je dormirai dans la chambre d'amis, dit-elle. Bonne idée. Après son départ, je me suis rassis avec mon livre, mais je ne pouvais pas me concentrer sur les mots. Au lieu de cela, je pensais à la conversation que je venais d'avoir, à la femme qui avait été ma femme pendant 15 ans, et qui était maintenant essentiellement une étrangère. La Sarah que j'avais épousée avait été ambitieuse mais pas impitoyable, confiante mais pas arrogante. Elle avait été quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, quelqu'un qui partageait mes valeurs et ma vision de notre vie ensemble. Je n'étais pas sûr quand cette femme avait disparu, ou si elle avait jamais vraiment existé. Mais cela n'avait plus d'importance maintenant. Demain, Sarah commencerait à faire ses valises et à chercher un nouveau logement. Richard ferait face aux conséquences de ses choix au travail, et je commencerais le processus de construction d'une vie qui ne tournerait pas autour de la gestion de l'égoïsme de quelqu'un d'autre. Pour la première fois depuis des mois, cela me semblait un progrès. Le lundi matin apporta le chaos. Je buvais mon café et lisais le journal quand mon téléphone commença à sonner. D'abord, ce fut Lisa, la meilleure amie de Sarah depuis l'université, qui appela pour me dire à quel point elle était désolée et à quel point tout le monde était choqué par la nouvelle. Je n'avais aucune idée, dit Lisa. Je veux dire, je savais qu'elle travaillait beaucoup ces derniers temps, mais je n'aurais jamais imaginé. Mike, je suis tellement désolé. Que puis-je faire? Rien, dis-je. Mais merci d'avoir appelé. Es-tu sûr? As-tu besoin de quelque chose? Quelqu'un à qui parler ou de l'aide pour les avocats ou? Je gère. Mais Lisa, je tiens à ce que tu saches que je ne te blâme pas, ni personne d'autre, de ne pas avoir vu cela venir. Sarah était très douée pour cacher ce qu'elle faisait. Pourtant, je me sens mal. Nous tous. Le deuxième appel venait de Jennifer, la sœur de Sarah, qui était moins compatissante et plus furieuse. Je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait fait ça, dit Jennifer. À votre mariage, à notre famille. Maman est hors d'elle. Elle parle de ne plus parler à Sarah jusqu'à ce qu'elle reprenne ses esprits. C'est entre vous et Sarah, dis-je. Je ne veux pas causer de problème à votre famille. Mike, tu n'as rien causé. C'est Sarah qui a fait ça. Et honnêtement, je suis fier de toi de t'être défendu. Beaucoup d'hommes l'auraient simplement accepté et auraient essayé de régler les choses. J'y ai pensé, j'ai admis, pendant environ 5 minutes. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai réalisé que certaines choses ne peuvent pas être réparées et qu'essayer de les réparer te rend juste complice de ta propre humiliation. Le troisième appel venait de Margaret et elle semblait sombrement satisfaite. La réunion des associés est dans 1 heure, dit-elle. Richard a passé toute la journée d'hier à essayer de minimiser les dégâts, mais ça ne marche pas. 3 des associés principaux ont déjà demandé sa démission. Et l'enquête? Ils font appel à un cabinet externe pour examiner sa conduite, mais Mike, nous avons déjà assez de preuves pour le détruire. Les relevés de cartes de crédit à eux seuls montrent des dizaines de dépenses personnelles déguisées en dépenses professionnelles. Et Sarah, elle va probablement être virée aussi. Le cabinet ne peut pas se permettre de la garder après ce scandale, surtout qu'elle était directement impliquée dans la faute professionnelle d'un associé. J'ai ressenti un moment de quelque chose qui aurait pu être de la sympathie pour Sarah, suivi immédiatement par le souvenir d'elle emballant ses robes et rejetant mes préoccupations. « Comment vas-tu » demandai-je à Margaret. Mieux que je ne l'espérais. Il s'avère que la colère juste est beaucoup plus énergisante que l'apitoiement.
Après avoir raccroché, je suis monté vérifier l'avancement des bagages de Sarah. Elle était assise sur le lit de la chambre d'amis, entourée de boîtes et de valises, l'air d'avoir vieilli de 10 ans du jour au lendemain. La réunion des associés, c'est aujourd'hui, dis-je. Elle leva les yeux vers moi, les yeux cernés de rouge. Je sais. Richard a appelé ce matin. Je pensais que l'avocat de Margaret lui avait dit de ne pas te contacter. Il l'a fait, mais Richard panique. Il voulait coordonner nos histoires, s'assurer que nous disions la même chose sur ce qui s'était passé. Et que lui as-tu dit? Je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'histoire à coordonner. Nous avons eu une liaison. Nous avons été pris. Et maintenant, nous subissons tous les deux les conséquences. C'était la première chose complètement honnête que Sarah avait dite depuis son retour. Et je me suis surpris à la respecter presque pour cela. Qu'est-ce que tu vas faire? Demandai-je. Je vais démissionner avant qu'il ne puisse me virer. J'ai déjà rédigé la lettre. Où iras-tu? Sarah haussa les épaules. Je ne sais pas. Peut-être à Boston. Essayez de trouver un poste dans un autre cabinet, bien que cela va être difficile une fois que la nouvelle se sera répandue sur la raison de mon départ de Hartwell & Associates. La communauté juridique de la Nouvelle-Angleterre était petite et portée sur les potins. La liaison de Sarah avec un associé marié la suivrait partout où elle irait, rendant presque impossible de trouver un autre poste dans un cabinet prestigieux. Tu pourrais créer ton propre cabinet, suggérai-je. Avec quel argent? Tu gardes la maison, la plupart de nos économies, tout ce que nous avons construit ensemble. J'aurai de la chance si je peux me permettre un studio, sans parler d'un espace de bureau. Il n'y avait pas d'apitoiement sur son sort dans sa voix, juste une évaluation pratique de sa situation. C'était étrangement rafraîchissant après des mois passés à l'écoute et trouver des excuses pour tout. Tu as fait tes choix, Sarah. Je sais. Et je dois vivre avec. Elle désigna les cartons autour d'elle. Je devrais avoir fini d'emballer d'ici jeudi. J'ai trouvé un appartement meublé de l'autre côté de la ville. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce que je peux me permettre pour l'instant. Et Richard? Vas-tu continuer à le voir? Sarah rit amèrement. Richard ne veut plus me voir. Apparemment, je suis trop un fardeau maintenant. Il essaie de sauver son mariage et sa carrière. Et cela signifie couper tous les liens avec moi. Qu'est-ce que ça fait? Exactement ce que je mérite. Sarah me regarda dans les yeux pour la première fois depuis son retour à la maison. Mike, je sais que tu ne veux probablement pas entendre ça, mais je dois le dire quand même. Je suis désolé. Pas désolé d'avoir été prise. Pas désolé des conséquences, mais sincèrement désolé pour ce que je t'ai fait, à nous. Merci, dis-je, mais ça ne change rien. Je sais. J'avais juste besoin que tu saches que je comprends ce que j'ai perdu. Pas la maison, ni l'argent, ni la vie que nous avions, mais toi. J'ai perdu le meilleur homme que j'ai jamais connu parce que j'étais trop égoïste et stupide pour apprécier ce que j'avais. C'était une bonne excuse, honnête, précise, sans excuse ni tentative de minimiser ses actions. C'était aussi environ 6 mois trop tard. J'espère que tu t'en sortiras, dis-je, et je le pensais. J'espère aussi. Cet après-midi-là, Margaret appela pour me donner des nouvelles de la réunion des associés. Richard a été licencié, avec effet immédiat, dit-elle. Ils engagent également des poursuites pénales pour fraude et détournement de fonds. Sa carrière juridique est terminée. Et Sarah, ils ont accepté sa démission, mais ils signalent également sa conduite au barreau de l'État. Elle risque probablement des mesures disciplinaires, voire une suspension de sa licence. C'était une destruction totale, professionnelle, financière et personnelle. Richard et Sarah avaient tout misé sur une liaison d'un week-end et avaient perdu de façon spectaculaire. Comment te sens-tu? Demandai-je à Margaret. Satisfaite. Et toi? Pareil. Bien. Parce que Mike, je veux que tu saches quelque chose. Ce que nous avons fait, les exposer, les tenir responsables, refuser d'être des victimes, ça a demandé du courage. Beaucoup de gens auraient simplement accepté la trahison et auraient essayé de passer à autre chose en silence. Je ne pouvais pas faire ça. Je sais. Et je suis contente que tu n'aies pas pu, parce que ça m'a donné le courage de riposter aussi. Ce soir-là, je me suis assis dans mon salon. Mon salon maintenant, pas le nôtre, et j'ai repensé aux 4 derniers jours.
Il y a moins d'une semaine, j'étais un homme dont la femme le trompait et qui avait trop peur ou était trop naïf pour le reconnaître. Maintenant, j'étais un homme qui avait riposté et gagné, qui avait refusé d'être une victime de l'égoïsme de quelqu'un d'autre. Ça faisait du bien, mieux que du bien. Ça ressemblait à la justice. Sarah termina de faire ses valises le jeudi, comme elle l'avait promis. Je l'aidai à charger les dernières de ses boîtes dans un camion de location, et nous nous tînmes dans notre allée pour ce qui serait probablement la dernière fois en tant que mari et femme. « Prends soin de toi, Mike, dit-elle. Toi aussi. » Elle monta dans le camion et partit sans se retourner. Je la regardai jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue, puis je rentrai dans une maison qui semblait plus grande, plus calme et d'une certaine manière plus paisible qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Ce soir-là, Margaret appela pour m'inviter à dîner. Rien de romantique, dit-elle rapidement. Juste deux personnes qui ont traversé l'enfer ensemble et en sont sorties de l'autre côté. J'aimerais ça, dis-je. Bien, parce que Mike, je pense que nous allons bien, tous les deux. Elle avait raison. Nous allions bien. Mieux que bien, en fait. Nous allions être libres. 3 mois plus tard, je vivais une vie que je ne reconnaissais pas. La maison me semblait à nouveau la mienne. J'avais repeint la chambre, réarrangé les meubles et transformé l'ancien bureau de Sarah en salle de lecture. J'avais recommencé à cuisiner, quelque chose que j'avais apprécié avant le mariage, mais que j'avais progressivement abandonné à mesure que Sarah prenait de plus en plus de nos décisions domestiques. J'avais repris la gym, renoué avec de vieux amis et découvert que j'appréciais réellement ma propre compagnie. Margaret et moi étions devenus de véritables amis. Nous nous retrouvions pour dîner toutes les quelques semaines, comparant nos notes sur nos divorces respectifs et riant de l'absurdité des choix de nos anciens conjoints. Elle gérait sa liberté retrouvée avec la même efficacité systématique qu'elle avait appliquée pour détruire la carrière de Richard. « Je pense à voyager », me dit-elle pendant un dîner dans un nouveau restaurant du centre-ville. Richard et moi avons toujours parlé de visiter l'Italie, mais il était toujours trop occupé par le travail. Il s'avère que je n'ai pas besoin de lui pour voir Rome. Ça a l'air génial. Tu devrais venir avec moi. Pas de façon romantique, ajouta-t-elle rapidement. Juste en ami, deux personnes qui ont mérité le droit de s'amuser sans se soucier de l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. J'y réfléchissais quand mon téléphone vibra avec un message texte. Le numéro m'était inconnu, mais le message me glaça le sang. Mike, c'est Sarah. J'ai besoin de te parler. C'est important. S'il te plaît, rappelle-moi. Je montrai le message à Margaret, qui haussa un sourcil. Que penses-tu qu'elle veut, demanda Margaret. Rien de bon. Mais la curiosité l'emporta sur la prudence, et je rappelai Sarah depuis le parking du restaurant. Mike, grâce à Dieu, dit-elle quand elle répondit. Sa voix semblait tendue, désespérée. Il faut que je te voie ce soir si possible. Sarah, nous sommes divorcés. Nous n'avons rien à nous dire. S'il te plaît, donne-moi juste 1 heure. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur Richard. Sur ce qui s'est réellement passé entre nous. Je sais ce qui s'est passé. Vous avez eu une liaison. Il y a plus que ça. Mike, je pense que Richard a tout planifié. Je pense qu'il m'a visé spécifiquement parce que j'étais marié avec toi. L'accusation était si inattendue que j'ai failli rire. Ça n'a aucun sens. Si, ça en a. Si tu sais ce que je sais maintenant, s'il te plaît, rejoins-moi pour un café. 1 heure et après, je ne te contacterai plus jamais. Contre mon meilleur jugement, j'acceptai de la rencontrer dans un restaurant du centre-ville. Margaret m'offrit de venir avec moi, mais je refusai. Quoi que Sarah veuille me dire, j'avais besoin de l'entendre seule. Sarah était déjà assise dans un coin lorsque j'arrivai, l'air plus mince et plus âgé qu'il y a 3 mois à peine. Ses cheveux étaient plus courts, ses vêtements moins chers, toute son attitude plus sobre. « Merci d'être venu, dit-elle tandis que je m'asseyais en face d'elle. Tu as 1 heure. Commence à parler. Sarah prit une profonde inspiration. Après mon déménagement, après avoir perdu mon emploi, j'ai commencé à réfléchir à la façon dont tout s'était passé. La chronologie, la façon dont Richard m'a poursuivi, les choses qu'il disait à ton sujet. Quelles choses? Il savait des choses sur toi, Mike. Des choses personnelles. Ton emploi du temps, tes habitudes, tes insécurités. Des choses que je ne lui ai jamais dites, mais qu'il savait quand même.
Alors j'ai commencé à enquêter. J'ai engagé un détective privé, pas un bon, juste quelqu'un de bon marché qui pouvait faire des recherches basiques. Et Mike, ce que nous avons trouvé, ça va te choquer. Sarah sortit une chemise en carton et la fit glisser sur la table. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des documents et ce qui ressemblait à des rapports de surveillance. Richard t'observe depuis plus d'1 an, dit-elle. Ta maison, ton travail, ta routine quotidienne. Il a planifié ça. J'ai parcouru les documents, essayant de comprendre ce que je voyais. Des photos de moi partant au travail, rentrant à la maison, allant à la salle de sport, des relevés de cartes de crédit montrant des paiements à une agence d'enquête privée. Des communications par email entre Richard et quelqu'un nommé Jay Morrison. Qui est Jay Morrison? Demandai-je. C'est l'enquêteur que Richard a embauché. Mais Mike, regarde les dates de ses paiements. Il commence il y a 14 mois, 2 mois avant que Richard et moi n'ayons notre première conversation en dehors du travail. Les implications étaient stupéfiantes. Si Sarah disait la vérité, alors Richard l'avait ciblée spécifiquement, avait planifié leur liaison comme une sorte de complot élaboré. Mais pourquoi? Demandai-je. Pourquoi se donner tant de mal? Le visage de Sarah s'assombrit. À cause de Jennifer. Ma belle-sœur Jennifer. Ta belle-sœur Jennifer qui était la petite amie de Richard il y a 20 ans, avant qu'il n'épouse Margaret, avant que je ne t'épouse. Ils sont sortis ensemble pendant 2 ans et, d'après ce que j'ai découvert, ils prévoyaient de la demander en mariage. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler avec une clarté écœurante. Que s'est-il passé? Jennifer a rompu avec lui. Elle a dit qu'il était trop contrôlant, trop possessif. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas imaginer passer sa vie avec quelqu'un qui avait besoin de gérer chaque aspect de son existence. Et puis elle nous a présenté. Richard ne l'a jamais digéré, Mike. Il a passé 20 ans à regarder Jennifer construire une vie avec quelqu'un d'autre. À regarder sa sœur construire une vie avec quelqu'un d'autre, à regarder tout le monde passer à autre chose pendant qu'il restait coincé dans le passé. Je pensais au comportement de Richard au fil des ans. La façon dont il avait toujours été un peu trop amical lors des réunions sociales. La façon dont il avait posé trop de questions sur mon travail et mon mariage. La façon dont il semblait prendre un plaisir particulier à embaucher Sarah et à la promouvoir rapidement au sein du cabinet. Alors, il a décidé de détruire mon mariage pour se venger du rejet de Jennifer il y a 20 ans. C'est ce que cela ressemble. Mike, j'étais juste une arme, un moyen de te blesser et, à travers toi, de blesser Jennifer. Il ne s'est jamais soucié de moi du tout. La révélation aurait dû me rendre plus en colère, mais au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose comme un soulagement. La liaison de Sarah n'avait pas concerné mes insuffisances en tant que mari ou son insatisfaction à l'égard de notre mariage. Elle avait concerné l'obsession vieille de plusieurs décennies d'un homme mentalement instable pour la vengeance. Comment as-tu découvert tout cela? Demandai-je. Après que Richard ait rompu le contact avec moi, j'ai commencé à creuser. Je ne comprenais pas pourquoi il m'avait poursuivi si agressivement et m'avait ensuite laissé tomber si complètement. Cela n'avait pas de sens à moins qu'il n'y ait autre chose. Et maintenant, tu veux quoi? Vengeance contre Richard? Je veux la justice. Mike, cet homme a détruit notre mariage, ma carrière, sa propre famille, tout cela parce qu'il n'a pas supporté d'être rejeté par une femme il y a 20 ans. Il doit en subir les conséquences. J'ai étudié le visage de Sarah, cherchant des signes de manipulation ou d'arrière-pensée, mais elle semblait réellement secouée par ce qu'elle avait découvert. Genuinement en colère d'avoir été utilisée. Quel genre de conséquences? Demandai-je. Des accusations criminelles, harcèlement, conspiration. Ce qu'il a fait est illégal, Mike. La surveillance, la manipulation, la destruction délibérée de notre mariage, c'est un comportement criminel. Et tu veux que je t'aide à le prouver? Je veux que tu m'aides à l'arrêter. Parce que Mike, s'il nous a fait ça, il pourrait le faire à d'autres personnes. Il pourrait détruire d'autres mariages, d'autres familles, tout cela au service de n'importe quel fantasme de vengeance tordu qu'il entretient. J'ai fermé le dossier et l'ai fait glisser sur la table. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Je comprends, mais Mike, il y a autre chose que tu devrais savoir. Richard a aussi surveillé Margaret. L'enquêteur a trouvé des preuves qu'il a documenté ses activités,
ses amitiés, ses finances. Je pense qu'il prévoit de détruire sa vie comme il a détruit la nôtre. Cela attira mon attention. Margaret était devenue une véritable amie, quelqu'un que j'appréciais et respectais. L'idée que Richard complotait contre elle me serra la mâchoire. Quel genre de preuves? Photos, dossiers financiers, communication avec des personnes de son cercle social. Il semble qu'il essaie de l'isoler pour la rendre dépendante de lui afin de la contrôler complètement. Même s'ils sont divorcés. Ils ne sont pas encore divorcés. Richard s'y est opposé, traînant la procédure, la rendant aussi difficile et coûteuse que possible. Margaret pense que c'est juste de la rancœur, mais moi, je pense que c'est une stratégie. Il essaie de l'épuiser, de la rendre vulnérable. J'ai repensé aux commentaires récents de Margaret sur son sentiment d'isolement, sur d'anciens amis qui avaient cessé d'appeler, sur des difficultés financières qui semblaient apparaître de nulle part, des choses que j'avais attribuées au stress du divorce. Mais cela aurait pu être quelque chose de plus sinistre. Que veux-tu que je fasse? Demandai-je. Aidez-moi à rassembler suffisamment de preuves pour porter plainte. Aidez-moi à protéger Margaret. Aidez-moi à m'assurer que Richard ne puisse plus blesser personne comme il nous a blessés. C'était une demande raisonnable, et Sarah avait raison, Richard devait faire face aux conséquences de ses actes. Mais j'étais réticent à me laisser entraîner à nouveau dans ce drame qui m'avait déjà tant coûté. Je dois d'abord parler à Margaret, dis-je. Si elle est en danger, elle a le droit de savoir. Bien sûr, mais Mike, il faut agir vite. L'enquêteur pense que Richard prépare quelque chose de grand. Quelque chose qui arrivera bientôt. Quel genre de quelque chose? Nous ne savons pas. Mais Mike, cet homme a passé plus d'1 an à planifier et à exécuter un plan pour détruire votre mariage. Il ne va pas s'arrêter juste parce qu'il a réussi. Je quittai le restaurant avec une tête pleine de questions et un sentiment d'appréhension croissant. Si Sarah disait la vérité, et les preuves semblaient soutenir ses affirmations, alors Richard Hartwell était bien plus dangereux que nous ne l'avions réalisé. J'appelai Margaret depuis ma voiture. Margaret, il faut que je te voie ce soir. C'est à propos de Richard et c'est urgent. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas expliquer par téléphone. Est-ce que je peux passer? Bien sûr. Mike, tu me fais peur. Bien. Tu devrais avoir peur. Le salon de Margaret ressemblait à une salle de guerre à 22 heures ce soir-là. Nous avions étalé les preuves de Sarah sur la table basse, photographies, dossiers financiers, rapports de surveillance et communications par email qui peignaient un tableau d'obsession et de vengeance s'étendant sur plus de 20 ans. Fils de pute, dit Margaret pour la 3e fois, étudiant une photographie d'elle-même quittant le bureau de son avocat. Il me surveille depuis des mois. C'est pire que ça, dit Sarah. Elle était venue après mon appel téléphonique, apportant des preuves supplémentaires qu'elle avait recueillies. Regardez ça. Elle tendit à Margaret une série de relevés bancaires montrant des transactions inhabituelles, de petites sommes transférées des comptes de Margaret, des frais de carte de crédit qu'elle n'avait pas effectués, des pertes d'investissement qui semblaient suspectement chronométrées. Il t'a volé, dis-je. De petites sommes réparties dans le temps, conçues pour ressembler à des dépenses normales ou à des fluctuations du marché. Le visage de Margaret devint blanc. Combien? D'après ce que nous pouvons documenter, probablement environ 50 000 $ au cours des 6 derniers mois. Mais Mike, ce n'est pas le pire. Sarah sortit un autre dossier. Richard a également manipulé le cercle social de Margaret. Il a répandu des rumeurs sur sa santé mentale, sa stabilité, son aptitude en tant que mère. Il l'a isolée systématiquement, la rendant dépendante de lui pour un soutien émotionnel. C'est pour ça que Linda a arrêté d'appeler, dit Margaret doucement. Et pourquoi le club de lecture n'avait soudainement plus de place pour moi? Je pensais que c'était juste le drame normal du divorce, les gens prenant parti. Ce n'était pas naturel, dit Sarah. C'était orchestré. Richard joue un jeu à long terme, Mike. La liaison avec moi n'était que le début. J'étudiais la chronologie que Sarah avait établie. La surveillance de ma famille par Richard avait commencé il y a 14 mois. Sa poursuite de Sarah avait commencé il y a 12 mois. La manipulation financière de Margaret avait commencé il y a 8 mois. C'était une campagne de destruction soigneusement planifiée. Quel est l'objectif final? Demandai-je. Que veut-il? Le contrôle, dit Margaret. Il me veut briser,
isolée, financièrement dépendante et émotionnellement détruite. Il veut que je revienne vers lui en rampant, reconnaissante pour les miettes d'affection qu'il est prêt à m'accorder. Et si je ne le fais pas, alors il me détruit complètement. Ma réputation, mes finances, mes relations avec mes enfants, tout. L'étendue du plan de Richard était à couper le souffle par sa cruauté et sa sophistication. Il a détruit mon mariage, ruiné la carrière de Sarah, et démantelé systématiquement la vie de Margaret, tout cela au service d'une fantaisie de vengeance tordue enracinée dans un rejet romantique vieux de 20 ans. Nous devons aller à la police, dis-je. Avec quoi, demanda Sarah. La plupart de ce qu'il a fait est techniquement légal. Surveillance dans les lieux publics, diffusion de rumeurs, même la manipulation financière. Ce sont tous des affaires civiles, pas criminelles. Alors nous devons le battre à son propre jeu. Margaret leva les yeux des photographies. Que veux-tu dire? Je veux dire que nous arrêtons de jouer la défense et que nous commençons à jouer l'attaque. Richard pense qu'il est la personne la plus intelligente de la pièce, qu'il peut nous manipuler tous sans conséquence. Prouvons-lui qu'il a tort. Comment? J'ai pensé à tout ce que j'avais appris sur Richard au fil des ans. Son arrogance, son besoin de contrôle, sa tendance à sous-estimer les gens qu'il considérait inférieurs à lui, toutes des faiblesses qui pouvaient être exploitées. Nous lui donnons ce qu'il veut, dis-je. Nous lui faisons croire que son plan fonctionne, que Margaret est prête à se réconcilier, qu'il a gagné, et quand il deviendra confiant et insouciant, nous le détruirons. C'est dangereux, dit Sarah. S'il se rend compte de ce que nous faisons, alors nous nous assurons qu'il ne s'en rende pas compte avant qu'il ne soit trop tard. Margaret étudiait mon visage avec une certaine admiration. Tu veux escroquer l'escroc? Je veux donner à Richard Hartwell exactement ce qu'il mérite. Une destruction complète et totale livrée par les gens qu'il croyait trop faibles pour riposter. Nous avons passé les 2 heures suivantes à planifier. Margaret contacterait Richard, affirmant que le stress du divorce et ses difficultés financières la faisaient reconsidérer leur séparation. Elle suggérerait des conseils, une réconciliation, une chance de reconstruire leur mariage. Sarah jouerait le rôle de l'autre femme repentante, donnant à Richard des informations sur l'état émotionnel et la vulnérabilité supposée de Margaret. Elle lui ferait croire que son plan fonctionnait parfaitement. Je travaillerais en coulisses, recueillant des preuves supplémentaires et me préparant au moment où Richard révélerait toute l'étendue de ses crimes. Et s'il ne mord pas à l'hameçon, demanda Sarah. Il mordra, dit Margaret sombrement. L'ego de Richard ne lui permettra pas de résister à la chance de se réjouir de sa victoire. Et si quelque chose tourne mal? Et s'il se rend compte que nous l'avons découvert? Alors nous improvisons, dis-je. Mais Sarah, nous ne pouvons pas laisser la peur nous empêcher de faire ce qui est juste. Cet homme a détruit des vies, et il continuera à les détruire jusqu'à ce que quelqu'un l'arrête. Margaret hocha la tête. Mike a raison. Et honnêtement, j'en ai marre d'être une victime. Je veux être celle qui fait tomber Richard. Nous avons convenu de commencer l'opération le lendemain matin. Margaret appellerait Richard et suggérerait une rencontre pour discuter de leur avenir. Sarah le contacterait séparément, affirmant avoir des informations sur l'état d'esprit de Margaret. Je commencerai à tout documenter, créant un dossier qui pourrait être utilisé au tribunal si nécessaire. Une chose de plus, dis-je alors que nous nous préparions à partir. Quoi qu'il arrive, nous restons ensemble. Richard va essayer de nous monter les uns contre les autres, de nous faire douter de nous-mêmes et des autres. Nous ne pouvons pas le laisser faire. D'accord, dit Margaret. D'accord, répéta Sarah. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, je pensais à l'étrange voyage qui nous avait menés à ce point. Il y a 6 mois, j'étais un homme dont la femme le trompait. Maintenant, je faisais partie d'une équipe qui planifiait de faire tomber un sociopathe dangereux qui avait manipulé nos vies à tous pendant plus d'1 an. Cela ressemblait à la justice. Cela semblait être la bonne chose à faire. Et cela semblait être quelque chose que Richard Hartwell ne verrait jamais venir. Le lendemain matin, Margaret fit l'appel. Richard, c'est moi. J'ai réfléchi à ce que tu as dit à propos de donner une autre chance à notre mariage. Peut-être devrions-nous parler. J'étais assis dans la cuisine de Margaret, écoutant au haut-parleur alors que la voix de Richard prenait un ton de triomphe à peine dissimulé. Margaret, je suis si heureux que tu aies appelé. J'espérais que tu reviendrais à la raison. J'ai eu du mal, Richard. Le divorce, les finances, l'isolement. Tout a été plus difficile que prévu.
Bien sûr que si. Tu n'étais pas faite pour être seule, Margaret. Tu as besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi, pour te guider. La condescendance dans sa voix était stupéfiante, mais Margaret joua son rôle à la perfection. Je sais. Je le vois maintenant. Penses-tu que nous pourrions nous rencontrer? Peut-être discuter de ce qu'il faudrait pour reconstruire notre mariage? Je pense que c'est une excellente idée. Que dirais-tu d'un dîner ce soir dans un endroit calme où nous pourrons parler? Ils s'arrangèrent pour se rencontrer dans un restaurant chic de l'autre côté de la ville. Après que Margaret eut raccroché, elle me regarda avec dégoût. Tu as entendu comme il était content? Comme s'il avait gagné une sorte de prix. Il croit qu'il a gagné. C'est ce qui causera sa perte. 1 heure plus tard, Sarah appela Richard avec son propre message soigneusement élaboré. Richard, je sais que tu ne veux pas entendre parler de moi, mais je pensais que tu devrais savoir. Margaret m'a appelé. Elle est en mauvais état, vraiment en difficulté avec le divorce. Qu'a-t-elle dit? Elle est seule, financièrement stressée, se demandant si elle a pris la bonne décision. Je pense qu'elle est prête à revenir vers toi. Intéressant. A-t-elle dit quelque chose de précis? Elle a dit qu'il lui manquait d'avoir quelqu'un de fort dans sa vie, quelqu'un qui puisse prendre des décisions pour elle. Richard, je pense que si tu joues bien tes cartes, tu pourrais avoir tout ce que tu voulais. La cupidité dans la voix de Richard était indubitable. Merci de m'avoir prévenu, Sarah. Je sais que cela doit être difficile pour toi. Je veux juste réparer les dégâts que j'ai causés. Si t'aider à sauver ton mariage y contribue, alors je suis contente d'aider. Après que Sarah ait raccroché, nous nous sommes tous les trois assis dans la cuisine de Margaret et nous nous sommes émerveillés de la facilité avec laquelle Richard avait gobé notre histoire. Il est tellement arrogant, dit Margaret. Il croit vraiment que je ramperai jusqu'à lui après tout ce qu'il a fait. Cette arrogance va le détruire, dis-je. Ce soir, quand il te rencontrera, il va révéler plus qu'il ne le veut. Les gens le font toujours quand ils pensent qu'ils ont gagné. Et s'il ne le fait pas? Et s'il est plus prudent que nous le pensons? Alors nous passons à la phase 2. Mais Margaret, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Richard a planifié cela depuis plus d'1 an. Il ne pourra pas résister à la chance de se vanter. Ce soir-là, j'étais assis dans ma voiture, de l'autre côté de la rue, en face du restaurant où Margaret et Richard se rencontraient, portant des écouteurs connectés à l'enregistreur que Margaret avait caché dans son sac à main. Sarah était garée un pâté de maison plus loin, prête à fournir un soutien si nécessaire. La conversation commença exactement comme nous nous y attendions. Richard était prévenant, compréhensif, impatient d'aider Margaret à surmonter sa confusion au sujet de leur mariage. Mais à mesure que la soirée avançait et que Margaret jouait de plus en plus la vulnérabilité, le masque de Richard commença à tomber. « J'ai toujours su que tu reviendrais vers moi, dit-il. Tu n'es pas assez forte pour t'en sortir seule, Margaret. Tu ne l'as jamais été. Je le vois maintenant. Mais Richard, comment puis-je être sûr que ça ne se reproduira pas? Comment puis-je croire que tu ne trouveras pas une autre Sarah? » Richard rit et le son était glaçant. Margaret, tu ne comprends pas. Sarah n'a jamais été une question d'attirance ou d'amour ou de toutes ces bêtises. Il s'agissait de te donner une leçon. Quel genre de leçon? Que les actions ont des conséquences. Que lorsque tu rejettes quelqu'un qui t'aime, quand tu prends leur dévotion pour acquise, il y a des prix à payer. La voix de Margaret était soigneusement contrôlée. Je ne comprends pas, ta sœur Jennifer m'a rejeté il y a 20 ans. Elle a jeté quelque chose de beau parce qu'elle était trop égoïste et immature pour apprécier ce qu'elle avait. Et puis elle t'a vu m'épouser. Te voir construire la vie qui aurait dû être la sienne. Richard, c'était il y a 20 ans. C'était hier pour moi. As-tu la moindre idée de ce que c'est de voir la femme que tu aimes épouser quelqu'un d'autre? De voir sa sœur obtenir tout ce que tu voulais? Les pièces du puzzle s'assemblaient exactement comme Sarah l'avait prédit. L'obsession de Richard pour Jennifer avait empoisonné toutes les relations de sa vie, le transformant en un homme qui voyait les autres comme des pions dans ses fantasmes de vengeance. Alors, tu as détruit mon mariage avec Mike pour te venger de Jennifer? J'ai détruit ton mariage avec Mike pour te montrer ce qui arrive quand on tient l'amour pour acquis. Sarah n'était que l'arme que j'utilisais. Et les problèmes financiers, l'isolement de mes amis. Le rire de Richard était sincèrement ravi. Tu commences enfin à comprendre comment ça marche, Margaret.
Je gère ta vie depuis des mois, te montrant ce qui arrive quand tu essaies de me quitter. Les problèmes d'argent, l'isolement social, le stress, tout cela a été conçu pour te ramener à moi. Tu m'as volé. Je t'ai appris une leçon et apparemment, ça a marché. Margaret resta silencieuse un long moment. Quand elle parla à nouveau, sa voix était différente, plus forte, plus confiante. Tu as raison, Richard. Tu m'as appris quelque chose. Tu m'as appris que mon premier instinct à ton sujet était correct. Que veux-tu dire? Je veux dire qu'il y a 20 ans, quand j'ai vu Jennifer rompre avec toi, j'ai pensé qu'elle faisait une erreur. Je pensais que tu étais un homme bon qui avait été injustement rejeté. Mais elle ne faisait pas d'erreur, n'est-ce pas? Elle a vu exactement ce que tu étais. Un sociopathe manipulateur et contrôlant qui ne supporte pas qu'on lui dise non. Margaret, je n'ai pas terminé. Tu as passé 20 ans à comploter une vengeance contre des personnes qui ne t'ont jamais fait de mal. Tu as détruit le mariage de Mike, la carrière de Sarah et ma tranquillité d'esprit. Tout cela parce que tu ne pouvais pas accepter que Jennifer ne veuille pas passer sa vie avec toi. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais exactement de quoi je parle. Et Richard, je sais autre chose. Je sais que cette conversation a été enregistrée. Je sais que Mike et Sarah sont dehors, prêts à témoigner de tout ce que tu as fait. Et je sais que demain matin, je vais apporter toutes ces preuves à la police, au barreau de l'État et à quiconque voudra écouter. Le silence qui suivit fut assourdissant. Quand Richard parla enfin, sa voix était pleine de rage. Tu te crois maligne? Tu penses que ça change quoi que ce soit? Je te détruirai, Margaret. Je te prendrai tout ce que tu as, tout ce qui te tient à cœur. Non, tu ne le feras pas. Parce que Richard, tu m'as déjà montré le pire que tu puisses faire, et je l'ai survécu. Mais plus important encore, tu viens d'avouer de multiples crimes sous enregistrement. Ta carrière est terminée. Ta liberté est probablement terminée, et ta capacité à blesser des innocents est définitivement terminée. J'entendis le bruit de la chaise de Richard raclant le sol, suivi par la voix calme de Margaret, disant « Ne pense même pas à partir, Richard. La police est déjà en route. » À travers la fenêtre du restaurant, je pouvais voir Richard debout devant la table de Margaret, le visage tordu de fureur. Puis je vis Margaret se lever, sortir son téléphone et composer le 911. « C'est Margaret Hartwell », dit-elle assez fort pour que tout le monde dans le restaurant l'entende. « J'ai besoin de l'aide de la police. Mon mari vient d'avouer du harcèlement, de la fraude financière et de la conspiration. J'ai des enregistrements de sa confession, et je suis inquiète pour ma sécurité. » Richard regarda autour du restaurant, soudain conscient que tous les clients et le personnel le fixaient. Il commença à se diriger vers la sortie, mais j'étais déjà en mouvement, bloquant son chemin vers le parking. « Vous allez quelque part, Richard ?» demandai-je. Il me regarda avec une haine pure. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. » Je sais exactement ce que j'ai fait. J'ai empêché un prédateur de blesser qui que ce soit d'autre. La police arriva en quelques minutes, suivie peu après par Sarah, qui fournit des preuves et des témoignages supplémentaires. Richard fut arrêté pour harcèlement, fraude financière et harcèlement criminel. L'enregistrement de sa confession rendit impossible de nier ses crimes. Alors qu'on l'emmenait menotter, Richard se tourna pour regarder Margaret et moi. « Ce n'est pas fini, dit-il. »« Si, c'est fini, » répondit calmement Margaret. « C'est fini depuis 20 ans. Tu viens juste de t'en rendre compte. » 3 mois plus tard, Richard Hartwell fut condamné à 5 ans de prison et contraint de verser une restitution complète à Margaret pour l'argent qu'il lui avait volé. Sa licence d'avocat fut révoquée de façon permanente. Ses biens furent saisis pour payer ses dettes, et son nom devint synonyme de faute professionnelle dans les cercles juridiques de toute la Nouvelle-Angleterre. Sarah a trouvé un nouveau travail dans un petit cabinet à Boston, spécialisé dans la défense des droits des victimes. Elle m'a envoyé une carte pour l'anniversaire de notre divorce, me remerciant de l'avoir aidé à retrouver quelqu'un qu'elle pouvait respecter. Margaret et moi sommes allés en Italie, avec Jennifer et son mari. C'était l'idée de Margaret d'inviter Jennifer, une façon de mettre enfin fin à l'obsession de Richard en montrant que l'objet de son affection tordue ne ressentait que de la pitié pour lui. Il a gâché 20 ans de sa vie dans un fantasme, dit Jennifer alors que nous étions assis dans un café à Rome. 20 ans qu'il aurait pu passer à construire quelque chose de réel avec quelqu'un qui se souciait réellement de lui. Certaines personnes préfèrent leur fantasme à la réalité,
répondit Margaret. Ils sont plus faciles à contrôler. Quant à moi, j'ai appris que parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est simplement refuser d'être une victime. Richard Hartwell avait essayé de détruire ma vie dans le cadre de son plan de vengeance élaboré. Mais au final, tout ce qu'il avait fait était de me libérer d'un mariage qui nous étouffait lentement, Sarah et moi. J'étais assis dans mon jardin par un chaud dimanche après-midi, lisant un livre et appréciant la paix d'une vie qui m'appartenait entièrement, lorsque mon téléphone vibra avec un message texte. C'était de Margaret. L'audience de libération conditionnelle de Richard est le mois prochain. Tu veux écrire des déclarations d'impact de victimes ensemble. J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai tapé en réponse, non merci. Je suis trop occupé à vivre ma vie pour perdre du temps à penser à la sienne. Elle a répondu immédiatement. Réponse parfaite. Tu veux dîner cette semaine et planifier notre prochaine aventure? Absolument. J'ai rangé mon téléphone et je suis retourné à mon livre. Quelque part, Richard Hartwell était assis dans une cellule de prison, probablement encore en train de blâmer le monde pour ses problèmes. Mais ce n'était plus mon problème. Ce n'était plus une partie de mon histoire. J'étais libre, et l'avenir, pour la première fois depuis longtemps, était entièrement le mien.